Panoramique des événements qui ont marqué l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo, c'est tout de suite sur Télé 50. Bienvenue à tous. La première partie de la semaine a été marquée par le crash à Goma du Fokker 50 de la compagnie africaine d'aviation peu avant son atterrissage, mais aussi la demande de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité de renforcer rapidement la mission de l'ONU en RDC. Et puis en sport, cette correspondance de la Fédération internationale de football adressée au gouvernement qui menace de sanctionner la FECOFA a suscité la réaction du secrétaire général au sport. Suivez. C'était aux environs, c'est entre 17h30 18h, donc 17h52 minutes, heure d'ici, donc 16h52, heure de Kinshasa. Une forte pluie, visibilité nulle et beaucoup d'orage. Il faut qu'on attende parce que le bilan ne sera donné que par la compagnie qui sait combien de passagers il a pris à partir de Kananga, parce que l'avion vient de Kananga. Donc les gens ils courent pour aller là-bas. Et si tu vois, c'est un avion qui vient de Kananga. Donc, firmes sont des transitaires pour aller à Kinshasa. Parce que CA maintenant organise des vols comme ça. Bon, on ne sait pas, hein, mais de toute façon, il y a la population qui accourt de partout pour aller sur les lieux. Comme l'avion a ramassé les lignes de courant électrique là, donc c'est dans le noir complet. J'ai vu le véhicule de la MONUSCO anti-incendie, plus des ambulances de la MONUSCO sur place. Mais c'est plein de gens parce que c'est en plein centre-ville. Hein. C'est à côté des bureaux de la DGDA, donc de ex-OFIDA, de la DGM et de la CENI. Selon les premiers éléments en notre possession et en attendant le résultat de l'enquête technique, l'accident serait dû aux mauvaises conditions météorologiques provoquées par l'orage. Je voudrais rappeler, en outre, à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que le bilan exact du crash est celui que je viens de communiquer. Et j'invite par conséquent toutes les personnes soucieuse de donner la bonne information à notre peuple, de venir la chercher à la source et de s'abstenir de diffuser des chiffres incorrects. Je tiens à confirmer la ferme volonté du gouvernement d'assainir le secteur de l'aviation civile, et ceci passe notamment par la recertification de toutes les compagnies aériennes, de tous les aéronefs et de tous les équipages, recertification qui va commencer à la fin de ce mois de mars. Merci. Dans ce rapport très attendu au Conseil de sécurité, mais dont on a déjà vendu la mèche, Ban Ki-moon constate l'échec de l'ONU à enrayer les cycles des violences en République démocratique du Congo au cours des 10 dernières années. Forte de 17 000 hommes, la force des Nations Unies était critiquée pour n'avoir pas pu empêcher la prise des Goma par le M23 en 2012. Mais l'ONU, qui ne veut pas porter seul le poids de cet échec, désigne comme premier responsable l'absence de progrès dans la mise sur pied d'une armée congolaise efficace. L'ONU demande donc à Kinshasa de mettre en place une force de réaction rapide, bien équipée, bien entraînée, et qui doit être le noyau d'une nouvelle armée congolaise. Les groupes armés comme les FDLR et le M23 sont visés par l'imminent mandat de la MONUSCO que Ban Ki-moon veut voir resserrer pour se concentrer sur les tâches sécuritaires, et des drones seront mis à contribution pour mieux surveiller les frontières de la République démocratique du Congo. Ce rapport détaille enfin cette brigade d'intervention voulue par l'ONU et par les pays africains, 2500 hommes placés sous le commandement de la MONUSCO et qui devraient disposer de 2 hélicoptères d'attaque. Le rôle de cette brigade sera non plus défensif comme les casques bleus, mais offensif pour aller neutraliser les groupes armés.
Quelle sera la décision du Conseil de sécurité? Acceptera ou acceptera pas le rapport du secrétaire général? L'opinion nationale et internationale attend juger cet organe de l'ONU par les actes et non les discours. Dans leur mémorandum, les évêques catholiques dénoncent la révision de la Constitution, particulièrement en son article 220 et trait à la forme de l'État et au mode de scrutin. Dans ce même document, les évêques relèvent le malaise qui résulte de l'annonce des résultats des élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Évaluant la situation politique du pays, les prélats catholiques dénoncent le dérapage de certains partis politiques qui se préoccupent plus du pouvoir plutôt que de l'intérêt du peuple. À cette liste des partis politiques, l'ASINCO pointe aussi quelques membres de la société civile qui, au lieu de s'occuper du bien-être de la population, sont à la solde des politiques. Par cette démarche, les évêques estiment que la lenteur de la réforme entreprise par le gouvernement dans le secteur sécuritaire ne permet pas au pays de faire face aux nombreux problèmes de sécurité. En ce qui concerne le secteur socio-économique, les prélats catholiques ont encouragé la mise en place d'un programme d'industrialisation du pays qui fournira de l'emploi aux Congolais. Pour finir, les princes de l'Église catholique ont insisté sur l'importance d'une bonne politique nationale de gestion des ressources naturelles. La situation sécuritaire en RDC demeure fragile et exige des actions urgentes. C'est ce qu'a déclaré mardi le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon lors de la présentation de son rapport spécial sur la RDC et la région de Grand Lac. Ban Ki-moon a également appelé le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement d'une brigade d'intervention en RDC. Et selon la MONUSCO, le processus de l'envoi de cette brigade est déjà entamé, mais la date exacte de son arrivée en RDC n'est toujours pas déterminée. Le processus est en cours, mais nous ne pouvons pas vous dire de manière péremptoire que la brigade sera déployée à telle date et à telle date, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, au-delà du processus qui est enclenché déjà au niveau du Conseil de sécurité, mais ensuite il y a tout un processus de mobilisation des forces, d'entraînement des forces, de mise en place de la chaîne logistique. Il y a tout un travail à faire il y a un travail à venir qu'il faudra faire avant de voir le déploiement de cette force-là. Mais nous espérons, et nous espérons de tout cœur, que cette force sera déployée le plus rapidement possible. Et son rôle sera tout autre que celle de la MONUSCO. La brigade d'intervention est dotée d'un mandat plus pratique. Prendre en compte les groupes armés qui écument le Nord Kivu et peut-être éventuellement plus tard le Sud Kivu. Pour le moment, elle sera cantonnée au Nord Kivu. Le déploiement de la brigade d'intervention est une initiative de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Cette brigade d'intervention sera intégrée au sein de la MONUSCO. Elle sera constituée de 2500 hommes et aura un mandat d'1 an. Mois de février passé, l'heure est au compte. Et ce mercredi 6 mars, les services mobilisateurs ont respecté leur rendez-vous hebdomadaire du bâtiment argenté. Déjà le mois précédent, les différentes contre-performances observées n'ont pas permis à l'État congolais de réaliser l'élargissement de son assiette fiscale. Le ministre délégué aux Finances tape du poing sur la table. Il faut redoubler d'efforts. Tout ce que nous faisons, l'intensification des inspections, les missions d'inspection, l'insistance auprès de directeurs généraux, c'est justement pour nous permettre d'atteindre cette performance-là. 400 milliards de francs congolais sont attendus au mois de mars. Les régies financières sont donc appelées à faire mieux. En février, plus de 250 milliards de francs congolais ont été mobilisés, 120 milliards pour la DGDA, 100 milliards pour la DGI et 3 milliards pour la DGRAD. En dépit donc des difficultés rencontrées, il apparaît que ces services publics ont pu accroître leurs recettes, plus de 7 milliards pour la DGDA et 12 milliards de francs congolais pour la DGI. Au mois de février, ça a été un peu difficile, mais c'est pas la catastrophe la plus totale. Mais il faut dire que le mois que nous commençons, c'est un grand mois d'échéance, et nous avons arrêté plusieurs mesures qui vont d'abord dans le sens de la sensibilisation de l'ensemble des opérateurs. En attendant, des stratégies sont montées, discutées dans l'enceinte de l'immeuble argenté, afin de mobiliser davantage de recettes qui permettront à l'État congolais d'avoir le moyen de sa politique.
Par cette lettre, en réaction à sa circulaire du 29 novembre 2012, la Fédération internationale de football association a été certainement saisie. Le ministère des Sports ne compte pas se plier à l'aveugle, mais plutôt saisir à son tour la CAF et la FIFA afin de leur apporter sa version des faits, nous a confié le secrétaire général au sport. Les documents qu'on nous a envoyés, tous les articles ne concordent pas avec la loi. C'est autre chose. Vous comprenez? Nous allons d'abord démontrer ça à la FIFA. Voilà. Quand vous dites article 28, chez nous, l'article 28, c'est ça. Quand vous dites article 32, chez nous, vous comprenez? À partir de ces très bonnes versions que nous allons donner, nous allons trouver le compromis. On va trouver le compromis. Ce que nous n'acceptons pas. Nous demandons les justifications de moyens donnés et l'évaluation. Alors vous voulez nous distraire avec... Toutes ces accusations à la CAF et à la FIFA sont loin d'être des véritables menaces pour le football congolais. La Fédération congolaise de football association se serait servie d'elle pour échapper à l'évaluation de la participation de la RDC à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La FECOFA a reçu du trésor public 1 500 000 $, plus 81 000 $ pour la préparation de l'équipe nationale. Le ministère a demandé à la FECOFA qu'on évalue. Alors, vous voulez, nous, l'argent qui sort du trésor public, qu'on ne pose pas la question à la FECOFA? C'est ça, c'est des limitions. Pour rappel, par une lettre datée du 4 mars 2013, la Fédération internationale de football association a demandé au ministère congolais des Sports de retirer sa note circulaire du 29 novembre 2012, laquelle interdit l'organisation des matchs du championnat national dans les stades privés. Celle-ci remettait en cause l'autonomie de la gestion de la FECOFA. La deuxième moitié de la semaine, quant à elle, était dominée par l'inauguration par la première dame, Olive Lembe Kabila, d'une morgue d'une capacité de 45 places à l'hôpital militaire du Konkokolo. Aussi, la célébration de la journée internationale de la femme avec le lancement officiel des activités de ce mois par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi. Et on va finir par cette détermination du gouvernement central à combattre tous les criminels au sein des forces armées de la RDC. Aéroport international de Njili, la plus importante voie de sortie de la RDC par les airs. Une aérogare y sera construite dans le tout prochain jour, assure-t-on. Il faut dire que le projet avance plutôt bien. Ses contours ont été présentés au chef de l'exécutif congolais. Le projet donc est maintenant bien avancé dans la phase étude, puisque on a pu faire une présentation assez précise de ce que serait ce bâtiment, avec son implantation, sa surface et son organisation. Nous avons recueilli les remarques du Premier ministre sur la disposition des locaux et nous allons tenir compte de ces remarques pour finaliser le bâtiment. Belle œuvre en perspective, mais quel sera vraiment son impact pour Kinshasa? C'est un projet qui va permettre à la Régie des voies aériennes, à l'aéroport de Kinshasa, de disposer d'un outil moderne, efficace, susceptible de recevoir les passagers, d'accueillir les compagnies dans des conditions de sécurité, de sûreté et de confort dignes d'une capitale d'un grand État. L'aéroport international de Kinshasa date des années 50. Ses locaux sont depuis en complet déphasage avec les normes internationales le plus basiques, bien qu'il ait récemment fait l'objet d'un petit lifting à l'occasion du 14e sommet de la francophonie. Une fois le projet d'aérogare passé au stade de concrétisation, Njili pourra se targuer de posséder un outil répondant standard, ainsi accueillir jusqu'à 1 million de passagers l'an. L'aménagement intérieur. Poursuivant la politique du gouvernement central qui consiste à aller vers la base afin de mieux s'imprégner de certaines réalités du terrain, comme instigé par le Premier ministre Matata Mponyo à tous les membres de son équipe gouvernementale, c'est dans ces cadres que l'exécutif provincial a opté aussi, comme tradition depuis peu, d'aller vers ces municipalités afin de mieux mener une bonne gestion à la base. Et c'est ce qui justifie ce conseil de ministres provincial qui s'est tenu ce jeudi dans la maison communale de la Gombe. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire et le social de cette municipalité.
En ce qui concerne la situation sécuritaire dans la commune de la Gombe, le bourgmestre a fait état d'une résurgence de la criminalité dans la municipalité, notamment à cause du phénomène Chegué.